Après, ce que je dis sans cesse à mes patients, c'est que nos enfants iront bien aussi si nous, on tient le coup. Donc ça veut dire que celui qui reste, il va falloir qu'il soit hyper attentif à lui et pas qu'à ses enfants. Parce que souvent, les familles militaires, elles sont très attentives à leurs enfants, mais beaucoup moins à leur couple ou à eux-mêmes. Et en fait, les enfants, ils sont tout à fait rassurés quand ils voient que, par exemple, si la maman part, que leur papa va bien, tient le coup, met des choses en place pour lui, que le couple continue à exister. Donc avant même de penser à des trucs pratico-pratiques pour les enfants, faut pas s'oublier soi en tant qu'adulte. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! La séparation longue d'un parent avec son enfant peut affecter chacun d'entre nous au cours de notre vie. Que ce soit une semaine, pour un déplacement, ou plusieurs mois pour une mission ou même une maladie, la séparation reste un moment difficile à vivre au sein d'une famille. Mathilde Tiberghien est psychologue et s'est spécialisée dans l'accompagnement des familles de militaires. Vivre avec une maman ou un papa militaire n'a rien d'anodin. Les missions sont longues et périlleuses. Alors comment la famille, décrite comme la base arrière, du ou de la militaire, gère cette absence? Comment expliquer aux enfants, les consoler, les soulager? Comment repérer s'il y a des signaux de détresse? Et comment accueillir à nouveau le parent éloigné pendant si longtemps? Toutes ces questions, Mathilde y répond sans relâche dans son cabinet ou en conférence pour aider le monde militaire à mieux vivre les séparations. Cet épisode est puissant et très émouvant, je vous le dis. Il est pour vous, même si vous ne faites pas partie d'une famille de militaires, mais que vous êtes par exemple en déplacement régulièrement. Il vous aidera à mieux comprendre le processus de séparation et de sécurisation et à accompagner au mieux vos enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mathilde. Bonjour Clémentine. Merci d'être venue jusqu'à chez moi parce qu'on a inauguré un nouveau studio. C'est parfait pour moi. Oui, il paraît que tu habites pas très loin. Toi, vous êtes venue, une autre invitée juste avant. Vous êtes venue quasi à vélo, non? Tu peux venir j'ai honte, mais je suis venue en voiture. Bon, ma première question, c'est toujours la même pour tout le monde et surtout quand vous êtes psy. C'est pourquoi est-ce que tu as voulu devenir psychologue? Alors j'ai 2 réponses. J'ai la réponse un peu officielle qui dit que j'étais passionnée par mes cours de philo, en fait, par la découverte de l'inconscient. J'avais l'impression que c'était un monde qui s'ouvrait à moi et je pense que ça répondait bien à une appétence de comprendre l'être humain, d'aider l'être humain. Et puis la réponse plus personnelle, on trouve toujours ce désir d'aider les autres quand on a eu besoin d'aide, quand on a ses blessures, ses fragilités dans son histoire. Donc c'était un peu une façon de sublimer un peu mes propres douleurs, mais ça je l'ai découvert au fur et à mesure des études. Au départ, c'était moins clair pour moi. Ouais. Au départ, t'étais pas encore alignée avec la réelle motivation. J'avais pas travaillé en fait un peu suffisamment sur moi. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler d'une particularité pour certaines familles, mais au final, ça touche quand même bien plus de monde qu'on ne pense parce que certes, tu t'es spécialisée dans accompagner les familles de militaires pour des parents qui partent longtemps en mission, mais au final, des séparations pendant 1 ou 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle, il y a plein de familles qui le vivent au quotidien avec le télétravail ou le travail à distance, voilà, des gens qui alternent. Ouais. Ma première question, c'est justement, mais pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet-là, qui est un sujet assez particulier, des familles qui vivent une séparation longue?
Ouais, c'est pas très intuitif au départ. Comme toujours, c'est un peu les rencontres qui font que on va creuser de plus en plus de ce sujet. Dans mon premier cabinet à Paris, il se trouve que j'étais pas très loin en fait d'une institution militaire et donc je recevais des militaires, leurs enfants, je recevais leur famille tout entière. Et donc à force, ça m'a donné un petit peu cette appétence pour les accompagner de manière la plus juste possible. Et puis, il se trouvait que moi, dans mon intimité familiale, les départs en mission pour de longs mois, c'est des choses que je vivais moi aussi. Donc, il y avait un peu cette résonance entre ce qui se présentait en fait dans ma clinique et puis ce que je pouvais vivre personnellement. Donc, j'avais envie de creuser un peu les choses. Parce que tu es mariée à un militaire, ouais, qu'on comprenne bien. C'est pas toi qui pars en mission. Non, c'est pas moi. Oh là, mon Dieu, non, quelle horreur. Le kaki me va pas si bien. Voilà. C'est depuis la sortie du livre, j'ai envie de dire c'est officiel, parce qu'avant, mes patients ne savaient pas du tout que j'étais moi-même mariée à un militaire. Mais ouais. Ils ne savaient pas que tu étais concernée. Je montre le livre, si vous regardez sur YouTube, ça s'appelle « Famille de militaires, le défi de la mission ». Et ce qui est chouette dans ce que tu partages, c'est que ce n'est pas que ciblé sur un parent qui s'en va, c'est vraiment systémique, c'est toute la famille qui est prise en compte dans cette configuration-là. Est-ce que quand même tu peux nous parler pourquoi et nous expliquer comment la vie de famille de militaires, c'est à part dans les séparations qu'on peut vivre au quotidien, parce que les missions sont très longues, il y a quoi qui se distingue? Alors c'est vrai que c'est souvent ce que disent les familles militaires, c'est qu'elles se sentent très à part du monde civil. Il y a le monde civil et les familles militaires. Et c'est vrai qu'elles sont déjà un peu à part, au-delà de la mission, j'ai envie de dire par les règles du jeu qu'elles doivent suivre, qui sont quand même assez, assez exigeantes. Donc c'est un métier où il y a une disponibilité XXL qui est demandée aux militaires, sans limite possible. Donc c'est-à-dire que la femme doit accoucher, mais il y a un départ en mission de prévu, il n'y a pas forcément cette possibilité de refuser de partir pour pouvoir être auprès de sa femme. Non pas parce que les militaires sont des grands méchants et pour eux c'est pas important, c'est que parfois malheureusement, c'est la mission avant tout. Et donc ça c'est un peu l'exemple extrême, mais cette disponibilité du militaire, elle est tout le temps. Donc c'est-à-dire que c'est des parents qui doivent faire face à des horaires qui sont hyper extensibles, semaine comme week-end comprises. C'est des familles aussi qui doivent être très mobiles. Donc, par définition, le militaire, il est régulièrement muté. Ça peut être tous les 2 ans, ça peut être tous les 3 ans, ça peut être tous les 4 ans, ça peut être même chaque année. Donc ça, c'est quand même très impactant pour les familles. Et puis, les familles militaires, en fait, l'armée, ça a des codes, ça a un langage. C'est comme une bulle complètement à part qui est difficilement compréhensible par l'extérieur, ce qui vient renforcer un peu leur sentiment d'être différent, leur sentiment de solitude. Et c'est vrai qu'un départ en mission, on parle souvent d'un départ en OPEX, d'opération extérieure, c'est un peu ce qui va être visible de l'extérieur. C'est-à-dire que ces familles-là, elles vont vivre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans un des membres de la famille, sans possibilité pour ce membre-là de revenir, quoi qu'il se passe. Alors quand vraiment il se passe quelque chose de terrible, l'armée fait en sorte qu'ils reviennent, mais normalement il n'y a pas de retour possible. Donc là c'est un peu le haut de l'iceberg qui permet de voir un peu que c'est ce qui est vécu par ces familles est assez atypique. Dans l'atypie, il y a aussi une composante, c'est que parfois vous ne savez pas. Ouais. Le ou la militaire qui est partie en mission, donc le père ou la mère, il y a aussi cette incertitude autour de la localisation que je trouve encore plus insécurisante au final. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas le cas de toutes les unités, mais c'est quand même le cas d'un certain nombre dans l'armée. Et puis, en fait, la composante très importante là-dedans, tu parles d'insécurité, c'est quand même cette idée que le militaire, il est appelé à tout donner jusqu'à donner sa vie. Donc, c'est aussi ça qui met à part par rapport à d'autres métiers, c'est qu'il faut accepter que son conjoint ou sa conjointe puisse aller jusqu'au sacrifice ultime. Et donc ça, forcément, c'est un impact très lourd sur les familles. C'est vrai que j'avais même pas
envisager cette partie-là qui est pourtant inhérente au métier de militaire ou des gendarmes ou des pompiers. C'est vrai qu'il y a certains corps de métier où ça fait partie du jeu, en fait. Ouais. C'est une règle tacite dans la famille que c'est possible. J'imagine que tant qu'on n'a pas d'enfant, ça prend pas autant de place dans la vie de famille, où ça gêne moins. C'est que peut-être dans la patientèle que tu vois, à partir du moment où il y a une mise en situation où il y a des enfants qui arrivent, là, peut-être que les problématiques commencent. C'est vrai que par rapport à cette question de l'insécurité, de la mort, etc., souvent ce que je remarque, c'est dans les couples que je reçois, c'est que souvent il y a un vrai déni, mais aussi bien du conjoint que du militaire, quoi. C'est assez marrant. Quand on en parle en séance, souvent ils disent « mais on n'en a jamais parlé entre nous ». Alors que c'est quand même, encore une fois, ça fait partie de cet engagement-là. Donc souvent, il y a un vrai déni au sein du couple. C'est très peu parlé. Parfois, c'est parlé quelques temps avant le départ en mission, parce qu'il y a des papiers à remplir sur qui prévenir s'il y a un problème. Voilà, l'armée invite aussi le militaire à prendre des dispositions si ça se passe mal. Donc là, ça refroidit un petit peu tout le monde, ça rend un peu les choses un peu concrètes. Mais c'est vrai que souvent, le couple fonctionne un peu dans ce déni-là. Et puis, en fait, c'est les enfants, t'as tout à fait raison, qui reviennent avec cette question-là. Parce qu'en fait, ils entendent des choses dans la cour de récré, ils voient des choses à la télé, etc. Et donc, c'est eux qui, généralement, vont questionner cette problématique de la sécurité du militaire. Et c'est souvent, d'ailleurs, des choses qui sont travaillées au cabinet parce que c'est très angoissant pour les parents d'y répondre. Et ça peut être très culpabilisant pour les enfants d'oser poser la question. Souvent, ils le taisent et c'est au cabinet où ils disent en fait, j'ai peur que tu reviennes pas, j'ai peur que ton hélicoptère s'arrête en pleine mer. Enfin, je pense à un petit garçon qui me disait ça en séance. C'est eux qui vont plutôt mettre un peu les pieds dans le plat. Ouais. Dans le livre, tu expliques que les familles de militaires, vous êtes en fait la base arrière du militaire. Alors c'est un mot très fort dans le jargon militaire. Ça veut dire quoi concrètement, être une base arrière pour la personne qui part en mission? Alors je déteste ce mot-là, mais il n'y en a pas d'autre. Mais pour moi, la base arrière, j'imagine une espèce d'un paquebot dégueu énorme. C'est vrai, moi aussi j'imagine ça. Pas du tout glamour. Je me dis, oh non, je sais pas. Peut-être faut trouver un truc un peu plus glamour que ça. Mais en fait, c'est cette idée que pour que le militaire puisse remplir pleinement sa mission, il y a quand même cette idée que le conjoint va tout absorber. Alors, évidemment qu'il ne peut pas tout absorber, mais il va donner le plus possible. Il va être en mission lui-même. L'enfant aussi va être en mission pour permettre à son parent de faire son travail. Donc, concrètement, ça veut dire, si on prend l'exemple un peu classique où c'est le militaire qui part ou la femme qui reste, même si c'est bien plus mélangé dans la réalité, mais c'est la femme qui va devoir sans cesse ajuster ses horaires de boulot, absorber le choc émotionnel de ses enfants, être à la fois suffisamment contenante, suffisamment rassurante, suffisamment consolante, mais en même temps pas lâcher sur le cadre éducatif. Donc ça veut dire, même si elle est épuisée après sa journée de boulot, essayer de maintenir les horaires de coucher, se fighter avec l'ado sur le temps des écrans. Enfin, en fait, c'est ça, être une base arrière. C'est sans cesse, dans les temps de mission, mais aussi dans les temps de présence du militaire, sans cesse être la variable d'ajustement. C'est-à-dire que le militaire a peu de possibilités, finalement, d'ajuster le cadre de son travail pour sa famille. Et donc ça, c'est systématiquement le conjoint qui va ajuster sa carrière, ajuster ses horaires, qui va accepter de déménager, de tout recommencer dans un autre endroit, etc. Et les enfants aussi. Et le militaire, pour faire son travail, il a besoin de sentir que sa famille va bien. Et ça, c'est un immense travail et un immense don de la part de sa famille, un sacré don d'amour, quoi. Ça dure combien de temps en moyenne une mission? Ça peut varier de quoi à quoi pour qu'on se rende compte? Alors, généralement, c'est plutôt 4 mois. Après, ça va dépendre si le militaire est dans l'armée de terre, si c'est dans l'armée de l'air ou s'il est marin. Donc là, en fonction de ça, ça peut changer. Généralement, c'est 4 mois. Ça peut être moins, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Mais en France, c'est plutôt pas plus de 6 mois. Aux États-Unis, les missions, c'est plutôt 9 mois, 12 mois d'affilée.
Ok, donc en France, un ou une militaire reviendra au bout de 6 mois de sa mission. Maximum. Et c'est chaque année, tous les 2 ans, Ça dépend beaucoup des structures, de là où des unités, de là où travaille le militaire. Mais ça peut être chaque année dans certaines structures, bien sûr. Et puis, à côté de ces missions-là, le militaire, il va sans cesse devoir s'entraîner. Donc, il y a beaucoup d'absences pour des terrains, pour des exercices, pour la présence aussi de sentinelles, assurer la sécurité des concitoyens. Donc, en fait, c'est énormément d'absence du militaire, même quand il est en France. Ah oui, c'est ce que tu disais. Nous, la face visible pour nous, les citoyens, c'est de voir un militaire qui part dans une mission à l'étranger, alors qu'en fait, il y a un vrai travail au quotidien en France. Et j'imagine d'autant plus depuis que maintenant on est en alerte attentat depuis 2015, ça a dû changer la donne pour les familles. Oui, il y a beaucoup plus d'absences liées à cette problématique-là, bien sûr. J'ai mal dit, mais je pense depuis que le plan Vigipirate a été réactualisé, c'est ça. Ok, bon, déjà, pour au moins les gens qui écoutent, qui ne connaissent pas trop la base arrière, comme je disais, ou juste la réalité de la vie des militaires, on a un petit peu plus posé les bases de ce qui se passe. Maintenant, la réalité, ce que tu disais, c'est un don d'amour pour les familles, mais c'est que ça vient perturber l'écosystème familial. Ça vient perturber... on parle tout le temps de routine, de rituels avec les enfants. Là, il faut réinventer des règles du jeu. C'est quoi la première chose qu'une famille de militaires peut mettre en place quand un des deux parents part en mission avec les enfants ? Alors je dirais, c'est de préparer sa mission. Souvent, c'est difficile de préparer une mission parce que c'est penser à ce moment qui nous fait tellement mal. Donc on n'a pas trop envie d'y penser, on n'a pas trop envie de se projeter là-dedans, parce que c'est déjà se projeter un peu dans la souffrance de l'éloignement. Donc la première chose à faire pour les enfants, c'est de préparer cette mission, avec cette idée de qu'est-ce qui fonctionne pour notre famille, pour nos enfants, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ça aille bien pour nous, en tout cas le mieux possible pendant une mission. Après, ce que je dis sans cesse à mes patients, c'est que nos enfants iront bien aussi si nous, on tient le coup. Donc ça veut dire que celui qui reste, il va falloir qu'il soit hyper attentif à lui et pas qu'à ses enfants. Parce que souvent, les familles militaires, elles sont très attentives à leurs enfants, mais beaucoup moins à leur couple ou à eux-mêmes. Et en fait, les enfants, ils sont tout à fait rassurés quand ils voient que, par exemple, si la maman part, que leur papa va bien, tient le coup, met des choses en place pour lui, que le couple continue à exister. Donc avant même de penser à des trucs pratico-pratiques pour les enfants, faut pas s'oublier soi en tant qu'adulte. C'est parce que c'est nous qui sommes le pilier de nos enfants là-dedans, quoi. C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que pour avoir traversé une période de dépression, j'ai vu l'inquiétude dans le regard de mes enfants et à quel point c'était pour elles quelque chose de terrifiant en fait, de voir leur mère qui allait mal. Alors je leur parlais beaucoup, je leur disais que ça allait aller, et je sais que ma psy leur répétait toujours: maman, elle est prise en charge, je m'occupe d'elle, c'est pas votre rôle à vous d'enfant. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on oublie que inconsciemment on leur fait porter une charge en fait de responsabilité de notre bien-être, parce qu'on s'oublie nous-mêmes aussi, mais dans le tourbillon. Mais je trouve que c'est important que tu le dises, que nos enfants, c'est peut-être la première chose dont ils ont besoin, c'est d'être rassurés sur le fait qu'on va bien. Exactement, et que nous on s'oublie pas. Et on a le droit de trouver ça difficile, on a le droit d'aller mal aussi pendant une mission, mais c'est exactement ce que disait la psy. Dans ces cas-là, c'est notre responsabilité. Je dis notre parce que c'est la responsabilité du couple de trouver le bon thérapeute ou les bonnes personnes pour étayer celui qui reste. De pouvoir dire à l'enfant: il y a des personnes qui s'occupent de ton papa ou de ta maman. Toi, ton job d'enfant, c'est de continuer à être un enfant, c'est de continuer de grandir, c'est de continuer à apprendre, à t'amuser, à faire des bêtises, pour un ado, à évoluer, à affirmer ta personnalité. Et ça doit pas s'arrêter pendant la mission. Est-ce que l'armée met en place des choses sur les missions ? Est-ce que vous avez un suivi ? Est-ce qu'il y a des guidelines, des choses à faire ? Alors, il y a de plus en plus de choses. Je pense qu'il y a une plus grande prise en compte
des familles, même s'il reste encore, je pense, pas mal de choses à mettre en place, mais quand même, de plus en plus, il y a des conférences qui sont données aux familles avant les départs ou avant le retour, pour expliquer justement qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour eux individuellement, pour leur couple, pour leurs enfants. Moi, je sais que souvent, je suis sollicitée par les régiments ou par des unités pour parler de ça. Il y a la possibilité d'appeler une ligne d'écoute pour le parent quand vraiment c'est trop difficile, pour avoir des conseils ou pour être orienté. Et puis c'est récent, et ça, c'est une immense victoire. Il y a la possibilité que certaines séances de psychologue soient prises en charge par l'armée. Et ça, je trouve que c'est quand même, une reconnaissance indispensable de se dire, c'est un métier qui impacte toute la famille devient militaire. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement aussi potentiel pour la famille. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement y aller, mais il faut qu'il y ait cette possibilité-là. Ouais. Donc tu sens qu'il y a une évolution dans l'armée sur la prise en charge dans son ensemble de la famille et des conséquences psychologiques que ça peut avoir sur les enfants, la conjointe, le conjoint et aussi la personne qui part en mission. Bien sûr. Il faut quand même rappeler que le stress post-traumatique à la base, ça a été désigné tel quel pour les personnes qui rentrent de mission sur le terrain militaire et aujourd'hui les vétérans de la guerre du Vietnam. Exactement, chez les Américains. Aujourd'hui, tant mieux, c'est quelque chose qui est assez normalisé et on en parle pour plein d'autres thèmes et qui n'est pas réservé aux militaires, mais c'est vrai qu'à la base quand même, en santé mentale, il y a eu un gros travail de fait dans l'armée pour prendre en charge. J'ai beaucoup discuté avec des sergents, des très hauts responsables en armée par rapport au rugby, et qui nous expliquaient, parce que souvent le rugby, ils font des stages commando chez les militaires, mais qui nous expliquaient qu'il y avait des SAS aujourd'hui pour revenir de mission, qu'on évaluait l'état psychique de la personne qui était partie en mission. Donc j'imagine que ça, c'est primordial avant que le père ou la mère revienne au sein de la famille. Ouais, c'est sûr que c'est indispensable parce que chacun a vécu sa mission. Vraiment, le militaire a vécu sa mission dans sa bulle, mais en fait, celui qui reste aussi, ses enfants aussi. Et donc, pour le militaire, de revenir un peu à une autre réalité, ça peut être extrêmement violent. Je pense à une mère qui me disait, mais en fait, moi, il y a 2 jours, j'étais là en train de stresser tout le temps, de faire attention à mon arme, d'être en hyper-vigilance parce qu'elle était sur un terrain compliqué, donc d'être dans ce réflexe un peu de survie permanent. Et là, 2 jours après, je me retrouve à 4 pattes en train de faire un puzzle avec ma fille. Et en fait, psychiquement, c'est quand même très compliqué de quitter cet état d'alerte pour rentrer dans un climat de sécurité, pour être suffisamment disponible, pour être dans le jeu, suffisamment léger. Et puis pour son enfant, c'est pas simple aussi. Ah bah ouais, mais maman, t'es partie, dans ce cas-là, elle était partie 4 mois. T'es partie 4 mois, là, il faut que je me réhabitue à toi, il faut que je te refasse quelque part confiance, que je te redonne une place. Pour chacun, en fait, c'est très délicat, ces moments de retour. Donc d'avoir un peu un sas où le militaire peut débriefer un peu sa mission, ça c'est extrêmement important. Souvent les militaires ils sont pas très contents quand je dis ça, mais je l'assume. Une mission, ça se raconte. Ça se raconte parce que c'est le seul moyen psychique d'absorber l'intensité de la mission. Donc ça se raconte auprès de professionnels quand il y a besoin, mais ça se raconte aussi auprès des membres de sa famille. Et moi j'invite toujours les familles à avoir un peu une soirée où chacun raconte un peu comment il a vécu la mission. Le petit, l'ado, le parent qui est resté, le militaire. On se raconte qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été ressourçant, sur qui on a pu s'appuyer, qu'est-ce qui nous a fait du bien. Et c'est comme ça qu'en fait, on va intégrer la mission dans le roman un peu de la famille, quoi, dans l'histoire de la famille. C'est en se racontant les choses. Et c'est surtout comme ça qu'on va recréer une connexion entre les êtres. En fait, c'est je vais rentrer dans cette communication en profondeur où ce qui nous intéresse, c'est pas tant qu'est-ce que j'ai fait, mais comment je l'ai vécu. Et plus chacun va pouvoir dire comment il a vécu, puis il va pouvoir se sentir rejoint par l'autre, plus ce temps de retour qui est un temps tellement intense va pouvoir se faire tranquillement. Bon, je suis allée un peu loin parce que j'ai parlé de la fin de la mission et on était sur le avant, mais je trouve que c'est important dans ce que tu parles sur le roman de l'histoire familiale parce qu'il y a une césure
Ouais. Ça, il y a un moment qui va marquer un temps d'arrêt avant de repartir dans une espèce de routine. Qu'est-ce qui est le plus difficile, là, je vais me mettre du point de vue des enfants, quand un des deux parents, parfois il y a les deux parents qui sont militaires dans les familles. C'est pas rare. Oui, voilà, c'est assez, j'imagine que c'est fréquent puisqu'on se rencontre souvent sur le lieu de travail. Bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus complexe pour les enfants à vivre dans ces semaines, mois d'absence d'un des deux parents? Alors, je vais te dire, ça dépend vachement des enfants. Ça dépend beaucoup de l'organisation aussi de la famille. Puis ce qui est difficile déjà, c'est le manque physique de l'autre. Ça, c'est dur de pas avoir le câlin de sa maman, de son papa, de croiser les autres parents à l'école et d'être toujours le seul sans son papa ou sa maman. Déjà, ça, c'est quand même quelque chose de très lourd. Ce qui peut être difficile aussi, c'est l'inquiétude. On en a parlé. Pour le parent qui est parti, donc pour le militaire ou pour le parent qui reste. Je suis inquiet de savoir comment ça se passe pour eux. Et puis, chez les enfants de militaires, ce qu'ils peuvent évoquer, c'est peut-être un peu cette pression d'être à la hauteur, quoi. Il faut que je le vive bien. Et qu'est-ce que ça veut dire bien vivre la mission, quoi. Donc ça, c'est pas forcément facile pour eux. C'est-à-dire que je peux culpabiliser si je suis trop triste, parce que je vois que si je suis triste, ça rend triste papa ou maman, ou ça rend triste mes autres frères et sœurs. Ou alors, j'ai des enfants qui me disent moi, c'est horrible, j'ai pas pensé à maman aujourd'hui. Ça, on n'y pense pas forcément. Mais pour les enfants, c'est très dur. Est-ce que ça veut dire que je l'oublie ? Est-ce que ça veut dire que je l'aime moins ? Et donc ça, c'est tout l'idée d'accompagner ces familles, c'est de leur dire que ce lien d'amour, il s'arrête jamais. Et ça, c'est pas propre aux militaires, c'est dans tout déplacement, c'est cette idée de, même si on ne se voit pas, ton papa continue à t'aimer, le lien qui est entre nous continue à être là. Alors évidemment, on va essayer de concrétiser, c'est important que le militaire, là où il continue par exemple à être un papa. Donc il continue à s'intéresser à la vie de l'enfant, à regarder parfois les contrôles, voir des photos qu'on peut envoyer, à avoir d'avoir je sais pas, le spectacle de gym filmé, etc. Que l'enfant sente que l'amour de son parent ne s'arrête pas, qu'il peut continuer à compter sur son parent. Ça, c'est très important. Parce que sinon, l'enfant peut se sentir très abandonné et ça, c'est extrêmement violent. Ouais, justement, comment tu gères avec les familles cette gestion de l'angoisse de la séparation ? Tu disais, il faut préparer le moment fatidique où voilà, on va devoir dire au revoir. Mais après, il y a la réalité des semaines qui s'enchaînent. J'imagine que c'est la chose la plus complexe, en plus en fonction des âges, où la temporalité n'est pas la même pour un enfant de 2-3 ans qu'un enfant de 14 ans. Comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, donc on le prépare, on explique à l'enfant ce qui va se passer, quel que soit son âge. Donc même in utero, on parle à l'enfant, moi ça m'est arrivé plusieurs fois en séance, de m'adresser à ce petit enfant à naître pour lui dire, voilà, peut-être ton papa sera pas là quand tu viendras, mais ton papa continue à exister, son amour pour toi continue à exister. Donc ça, c'est très important de mettre des mots, de bien expliquer, d'expliquer aussi pourquoi le militaire part, donner des informations d'où il part quand c'est possible. C'est pas toujours possible. Après, ce qui va être important pour un enfant pendant la mission, ça va être 3 choses. Ça va être déjà qu'il ait des outils pour se représenter le temps. Le fameux calendrier avec le nombre de dodos, aussi ce qui se passe dans la journée, ce qui va se passer dans le week-end, ça c'est très important. Ça montre qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Alors, on est toujours flou sur la fin, parce que le militaire, il rentre jamais à la date prévue. C'est un gros classique. Donc, il faut toujours être un peu flou. Mais voilà, qu'il ait des outils comme ça, et puis des outils pour se connecter à son père. C'est un peu des doudous, en fait, qui font le lien entre son père ou sa mère et lui. La dernière fois, je donnais une conférence dans un régiment, et puis pendant la conf... il y a la montre d'un monsieur qui a sonné. Bon, voilà, très bien. Et puis il vient me voir, il me dit « Oui, vous avez vu, ma montre a sonné, je suis désolée. » Je dis « Vraiment, aucun problème. » Il me dit « Est-ce que vous comprenez pourquoi elle a sonné ?» Moi, j'étais pas très fraîche. Je dis « non, et tout. » Et ce monsieur, je lui ai demandé l'autorisation si j'avais le droit d'en parler, donc je le fais tranquillement. Il m'a dit c'était trop beau. Il m'a dit « Parce qu'elle sonne toujours à la même heure, et celle de mes enfants aussi.
Comme ça, quand je suis en mission, je règle sur la France pour que ça sonne et je sais qu'ils pensent à moi et moi je pense à eux. Magnifique. Magnifique. Donc là, c'était la montre, parfois c'est les dessins, parfois c'est les doudous, parfois c'est un objet que le militaire a donné à son enfant. Ça va être des liens concrets de il est là, il existe, il continue à aimer. Donc ça, c'est des choses très importantes à mettre en place. J'en donne plein d'autres exemples dans le livre. Mais pour un enfant, pour que ça se passe bien, il y a 2 choses indispensables. Il y a le maintien des limites, des rituels, du cadre. Si le militaire part et que c'est l'effondrement, ça part en cacahuète, on mange n'importe quoi, on se couche à n'importe quelle heure, on va pas à l'école, ça va être la catastrophe. Il faut que l'enfant il sente que, ok, il y a un pilier qui n'est pas là, mais en fait la maison elle tient. Ses rituels de vie continuent à être là, ça c'est très sécurisant, c'est très rassurant. Donc ça va être une sacrée charge, on en parlait tout à l'heure, pour celui qui reste, d'assumer le plus possible ces rituels-là, d'essayer de contenir le plus possible les enfants en maintenant ça. Et puis, autre chose, c'est ce que moi j'appelle un peu les paillettes. C'est-à-dire que l'enfant, il vit quelque chose d'extraordinaire. Il y a peu d'enfants qui vivent une séparation aussi nette avec l'un de ses parents. Donc, il a besoin d'avoir un peu de paillettes pour se remonter le moral. Il a besoin d'entendre parce que tu vis, c'est difficile. Toi aussi, t'es immensément courageux. Toi aussi, t'es très fort. Ton papa ou ta maman, ils pourraient pas faire ce travail sans toi. Donc tu peux être fier de toi et que ça soit concret. Ça veut dire pour les ados, je t'emmène faire du kart ce week-end ou allez, on prend tout le monde là, on est à Bordeaux, on va pique-niquer à la plage à 21h un samedi. Vous voyez, d'avoir un peu des petits moments où il y a un peu des récompenses, il y a un peu des bulles d'extraordinaire dans ce quotidien qui est un peu lourd. Et puis après, 3e chose très importante, ça va être de lui permettre de verbaliser ses émotions. Ça, c'est pas simple, parce que pour le militaire, c'est extrêmement violent d'entendre la tristesse, la colère, parfois le désespoir de son conjoint ou de ses enfants. C'est très violent. Il faut être assez costaud pour se prendre l'effondrement de son enfant devant soi, quoi. Donc parfois, on s'y frotte pas trop parce qu'on n'a pas envie de vivre ça. Mais en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner aux uns aux autres, c'est de se dire, t'as le droit de ressentir des choses par rapport à cette mission et tu seras toujours accueilli, tu seras toujours entendu là-dedans. Donc ça, c'est hyper important de permettre ce dialogue des émotions au sein de la famille. Mais pour tout le monde. C'est-à-dire que le militaire, il a le droit de dire que pour lui aussi, c'est dur. Il a le droit aussi de dire que il y a une partie de lui qui est excité de partir parce qu'il s'est entraîné pendant des mois pour cette mission. Voilà, chacun doit pouvoir dire un peu ce qu'il a sur le cœur. Et puis, nous, parents, c'est à nous de permettre à l'enfant ou à l'adolescent, enfin, c'est compliqué pour l'ado de verbaliser ce qu'il ressent, mais de le mettre un peu sur la piste. Et ça change tout. Quand l'enfant sent qu'il a la place de dire ce qu'il ressent, de comment il vit les choses. C'est très bizarre ce que je vais dire. Et depuis tout à l'heure, je t'entends parler et je suis en train de réaliser que, en fait, je suis petite fille de militaire. Mon grand-père était militaire et était pilote d'hélicoptère dans l'armée, était haut gradé, et que j'avais jamais. Je viens juste de me dire, mais en fait, j'ai été concernée, ma mère est concernée, et de ce que tu racontes, ça vient de me réveiller des souvenirs, tu vois, de choses de plus petites. Et alors, je viens juste de faire le lien. Je me dis, je suis pas du tout concernée par ce sujet, alors qu'en fait, ça a été dans ma famille un sujet. Ma mère vivait en Afrique, parce que mon grand-père était militaire sur une base africaine. Elle est née en Afrique, et c'est très bizarre, désolée si vous écoutez ça. C'est juste que je viens d'avoir une réalisation que je comprends en fait ce que tu dis là, parce que ça me concerne un peu en fait. Et j'étais en train de me dire que quand ma mère m'a souvent raconté, mais qu'il y avait une omerta. Bon, après, mon grand-père est décédé, il est né en 1920, donc il a fait plusieurs guerres et on ne parlait pas chez les militaires, en fait. C'était pas du tout le mode opératoire. Je pourrais pas te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, parce qu'encore une fois, il y a quand même une forme de tabou
autour de la souffrance que ça implique pour 2 raisons. Parce que les familles militaires vis-à-vis du monde civil, comme on le disait tout à l'heure, elles se sentent très incomprises. Parce que comment expliquer tout ça ? Par où commencer ? Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est pour que les familles puissent le donner à leurs proches, le donner aux professeurs qui accompagnent leurs enfants, pour leur dire, peut-être c'est une façon de comprendre un peu ce qu'on vit dans notre intimité. Et donc, à l'extérieur, elles se sentent peu comprises. Et puis, à l'intérieur, il y a cette idée de tout le monde vit la même chose. Donc, on va pas commencer à se raconter combien ça fait mal. Donc, ça peut être assez tabou aussi. Donc, il y a une double peine, en fait. On ne parle pas à l'extérieur parce que personne ne comprend ce qu'on vit. C'est trop extraordinaire. Et à l'intérieur, on maintient un peu... il y a une pudeur, une pudeur protectrice, en fait. Et ce qui fait qu'il y a quand même une grande injonction au silence, et que moi je trouve très violente, parce que c'est quand même, encore une fois, des choses qui sont vécues d'une intensité assez rare. On doit pouvoir en penser quelque chose et en dire quelque chose, quoi. Ouais, le silence, c'est quand même très dur. Tu viens un peu... briser un statu quo dont je parlais. Moi comme d'autres. Mais dans ton métier. Oui, mais pour être honnête, en sortant le livre, je me suis dit, je vais me faire gronder, je vais me faire prendre des pierres, lancer des pierres. Et en fait, pas du tout. Ça m'a bouleversé le retour des familles en disant merci d'avoir écrit ce livre. Ça nous permet d'en parler entre nous. Et des couples qui me disent moi j'avais jamais osé parler comme ça à mon conjoint. Il y a des enfants militaires qui me disent je comprends mieux mon père ou ma mère ou mon grand-père, tu vois, quand c'est dans l'histoire transgénérationnelle. Donc oui, je pense que l'idée, c'est toujours la même chose. C'est cette peur de si je commence à parler, je vais m'effondrer, ça va être encore plus dur. Alors qu'en fait, la parole, ça a vraiment une vocation, ça apaise en fait, ça permet aux choses de s'inscrire tranquillement dans le psychisme. Donc là, l'idée, c'est un peu de favoriser le dialogue autour de ça, quoi. Ouais. Pendant l'émission, on parle de ça, là, les rites, les rituels. Si la personne qui est en mission, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas quand elle... Est-ce qu'ils ont le droit d'appeler ? Comment est-ce que ça se traduit pour les familles ? Est-ce que parfois c'est mieux qu'il y ait silence radio pendant 4 mois ou vaut mieux quand même un petit peu de contact de temps en temps ? C'est quoi la recommandation sur ça ? Alors, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de contact possible. Il y a certaines unités, par exemple dans les sous-marins, où là, c'est un certain nombre de mots qui sont autorisés, et le message va être relu. Parce qu'en fait, il y a cette idée de le sous-marinier, il peut pas apprendre un message horrible comme « je te quitte » ou ta mère est morte, alors qu'il en a encore pour 2 mois sous la mer. Ah oui, parce que eux, en sous-marin, peuvent pas remonter. Ouais. Voilà. On part donc, et on... Ça, les messages sont filtrés. Donc, il y a quelques d'autres unités où c'est peu possible de communiquer avec le militaire. C'est assez rare. La plupart des unités, il y a une communication possible. Et là, c'est vraiment une amélioration par rapport à ce qu'il y avait peut-être du temps de ton grand-père. Là, maintenant, on peut communiquer avec le militaire. Et là, il faut être hyper vigilant, justement, à doser cette communication. Parce que je pense que d'être tout le temps à s'envoyer des textos, essayer de s'appeler tous les jours, ça peut mettre en difficulté. Parce que ça convoque sans cesse le militaire en France, alors qu'il doit investir sa mission, être dans autre chose. Ça peut créer beaucoup de frustration pour celui qui reste, de dire mais en fait, il m'entend pas, il a pas pensé à ça. Ou pour le militaire, ça peut être très frustrant parce que en fait, il appelle et ses enfants sont pas dispo. Donc je pense que pour la communication, c'est hyper important de la maintenir, mais il faut être vigilant. Moi, je recommande souvent des appels 1 à 2 fois par semaine, mais pas plus. Sinon, c'est infini et encore une fois, ça crée beaucoup de frustration plus que de réassurance. Mais bon, après, ça se module en fonction des uns et des autres, quoi. Est-ce que tu rencontres dans ta pratique des enfants pour qui c'est une catastrophe psychiquement, parce que peut-être sont très très petits ou parce qu'ils ont un tempérament qui est très sensible ?
Ouais, oui, je pense que pour certains enfants, c'est vraiment une épreuve, ces temps de mission, parce que ils vont avoir une vraie sensibilité autour de la séparation, ou alors ce qu'ils vont vivre au moment de la mission, parce que la vie s'arrête pas, donc ils peuvent vivre des choses difficiles à l'école, au collège, au lycée, et ça peut être extrêmement douloureux. Et je vois aussi des conjoints qui ne le supportent pas. Et Et là aussi, je pense que c'est vraiment important de pouvoir poser un stop pour pouvoir dire bah ça c'est pas possible pour moi, ça nous met en danger, ça me met en danger. Et là, trouver des aménagements. J'ai reçu des militaires au cabinet qui ont soit changé de spécialité pour avoir des postes moins exposés à ces départs en mission, soit il y a eu en question est-ce qu'il faut que je reste ou pas dans l'armée, mais finalement, l'armée propose pas mal de choses, donc il n'y a pas forcément besoin de partir, mais parfois il le faut. Et ça, c'est le choix du couple de prioriser la santé psychique de l'un ou de l'autre, ou des enfants, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de ce sas, de cette réadaptation entre une vie où tu es en danger, potentiellement, enfin, en tout cas, tu es dans une hyper-vigilance accrue. Il faut repasser à jouer à la maison, à être dans la routine classique. Et la vie a continué pendant qu'on était partis. Comment tu fais, et je pense que ça vaut pour n'importe qui n'est pas forcément militaire, mais qui va souvent être en déplacement, pour éviter la rancœur et pour se réinsérer dans le quotidien de manière fluide? Ça, c'est mes grandes questions, parce qu'éviter la rancœur, c'est tout le temps au cœur des consultations. C'est vraiment cette question, en fait, de la dette dans le couple. C'est-à-dire que normalement, un couple, pour que ça fonctionne, il y a cette idée du don et du contre-don. C'est-à-dire que chacun va mettre à sa mesure pour faire grandir le couple. Et puis, peut-être pas la même chose, ou sur les mêmes domaines, pas en même temps, mais il y a vraiment cette idée que chacun met un petit peu. La mission, ça met un peu à mal le don et le contre-don, parce qu'il y en a un qui va avoir bien l'impression quand même de mettre dans le vase du couple, et que l'autre, il peut mettre beaucoup moins. Donc, j'ai envie de dire, la question de la dette, elle est inévitable. C'est impossible qu'elle ne s'invite pas dans les couples, et dans tout couple. En thérapie de couple, là aussi, la question de la dette, elle est très très souvent là dans les thérapies. Encore une fois, je pense qu'elle est plus présente dans les couples de militaires. Ce que je dis souvent en consultation, c'est que ça doit être vraiment la préoccupation du couple. C'est de se dire, ok, là tu as beaucoup donné pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, voire plus, pendant les 5 années, 6 années où j'étais dans tel régiment. Qu'est-ce qu'on imagine pour toi, soit à l'issue de ces 5 années, soit pendant ces années-là? Comment tu peux continuer à exercer ou à t'épanouir, à chercher telle formation, à t'investir sur tel programme, sur telle association. En fait, c'est un acharnement des deux pour dire il faut pas qu'il y en ait un qui soit sacrifié. Le don, c'est pas le sacrifice. C'est-à-dire que ce qui est donné en mission ne pourra jamais être valorisé ou récompensé à la hauteur. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui est donné ne pourra jamais être totalement récompensé. Donc si l'idée c'est j'ai donné tant, donc le militaire me doit tant, on va un peu droit dans le mur. Il y a des choses qui sont comme ça, données, encore une fois, souvent données par amour, et ça ne changera pas. En revanche, ce qui peut vraiment aider à ce que ça ne se transforme pas en guerre, et où un jour le conjoint arrive avec sa dette en face de l'autre, c'est cette idée de toujours en couple réinterroger, ok, qu'est-ce qu'il y a pour toi dans notre vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a pour toi, pour pas que tu sois perdu, pour pas que tu sois sacrifié? Donc encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, amical, ça peut être je vois pas mal de conjoints qui font des formations, qui se reconvertissent, qui découvrent aussi certains talents, etc. Et je crois que c'est fondamentalement ça qui change les choses, en fait, qui permet peut-être au bout de la ligne là de pas être trop aigri, quoi. Mais je vois beaucoup au cabinet de conjoints où il n'y a pas eu cet acharnement à les aider dans leur fil rouge,
Et la dette est énorme, et le couple est très abîmé, et les conjoints sont extrêmement abîmés. Parce qu'il n'y a pas non plus de reconnaissance de ce qui a été donné. Ça, c'est pas possible. Donner, c'est une chose, mais il faut reconnaître. Donc il faut qu'au sein du couple, ça soit reconnu. Il faut qu'à l'extérieur aussi, ça soit reconnu. Parce que souvent, le militaire, quand il rentre de mission, c'est un peu... il est paillette, quoi. Là, il fait un peu rêver, il a vécu des choses un peu incroyables, donc l'entourage va beaucoup l'interroger. Celui qui est resté et les enfants, que dalle. Ah bah, vous devez être trop heureux de voir votre héros revenir. Ok, bah en fait, est-ce qu'on le serait pas un peu aussi? Et bah en fait, c'est ça, c'est cette idée de les reconnaître dans ce qui a été donné. Là aussi, ça change beaucoup, cette question de dette et potentiellement un peu de poison dans le couple et dans la famille. Parce que souvent, il y a un décalage entre le vécu des uns et des autres. Ce que tu disais, chacun vit une mission avec un regard différent. Mais il y a quand même un petit peu un bloc entre celui et celle qui est restée et les enfants, et celui ou celle qui est parti en mission. Ouais, tout à fait. Ça se rattrape, ce décalage? Ça prend du temps. Un retour de mission, il faut beaucoup de temps. Déjà, il faut du temps pour se sécuriser. Au niveau psychique, quand il y a eu un départ de 4 mois, par exemple, psychiquement, il va falloir au moins 6 mois pour que l'enfant soit suffisamment sécure. Et c'est difficile parce que au bout de 6 mois, le militaire peut repartir, donc parfois moins. Donc c'est quand même, encore une fois, un sacré défi pour l'équilibre psychique, cette question-là. Mais donc oui, il va falloir beaucoup de temps, il va falloir beaucoup de délicatesse. Parce que parfois, il y a des conjoints qui attendent du militaire qu'il rentre et qu'il fasse tout. Parce qu'ils sont au bout du rouleau. Ils ont tout donné. Donc, il n'y a pas 1 gramme d'énergie. Et d'autres, au contraire, qui disent ça m'est hyper violent. Ça y est, elle rentre de mission. Et puis, on a l'impression que tout ce que j'ai fait, c'est nul. C'est elle qui reprend la main sur tout. Donc, c'est hyper violent. Donc, il faut vachement de délicatesse, en fait. Faut accepter de se parler. Il faut accepter de se dire de quoi on a besoin pour que ça se passe bien. De quoi ont besoin nos enfants, de quoi nous on a besoin individuellement, en couple, en famille. Et puis, je le disais tout à l'heure, pour se reconnecter aux uns aux autres, ce qui quand même fonctionne très bien, c'est se raconter les choses. Alors, on peut pas tout se raconter tout de suite, c'est impossible, surtout quand il y a eu des événements difficiles, des deux côtés. On ne peut pas tout de suite parler. Mais au fur et à mesure du temps, il va falloir se dire comment on a traversé les choses. Et c'est là, en fait, où va se créer de la connexion. Et parfois aussi, ce qui peut aider, c'est de poser un peu des actes symboliques. Vous voyez, je pense à une situation un peu classique, malheureusement, quand il y a une naissance ou un décès et que le militaire n'est pas là. C'est quand même des choses un peu dures. C'est hyper important de penser à des actes qui permettent de se dire ok, on n'était pas ensemble physiquement, on était par le cœur ensemble, mais là, ensemble physiquement, on va faire quelque chose autour de cet événement. Donc je pense par exemple pour l'accouchement, je pense à une famille où là, je crois que c'était le militaire qui n'était pas là, qui était dans un pays d'Afrique. Et quand il est rentré, c'est ça, leur enfant a été baptisé et les dragées étaient mis dans du wax, le tissu africain. Et c'était une façon de dire, oui, c'est vrai que peut-être que cet enfant, il est né un peu à 2 endroits. Il est né en France, mais il est né aussi dans le cœur de son papa en Afrique. Donc je trouve que le clin d'œil était très joli, quoi. Et moi, je les invite souvent à réfléchir à des actes symboliques pour apaiser quelque chose dans le cadre d'un décès. Ça peut être aussi cette idée de, on va tous ensemble écrire une lettre à la personne qui est décédée, on va la déposer à un endroit, des petites choses comme ça pour se dire, ou poser une bougie à un endroit, faire quelque chose pour se dire là on est ensemble et on pense à cette personne-là. Ça va pas effacer l'absence, ça peut rester très douloureux, mais il y a quelque chose de, on va essayer de l'inscrire dans notre histoire de famille. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que ça prend au moins 6 mois pour tout le monde, pour se réajuster. Ouais. Donc c'est du temps long. Ouais. Et tu sais, c'est en contraste avec
ces vidéos qui font des millions de vues sur les réseaux sociaux où on voit le militaire ou la militaire revenir, on sait souvent aux États-Unis, faire la surprise aux enfants dans les écoles ou les parents. Et je pense que je pleure à chaque fois que je regarde ces vidéos-là, mais la charge émotionnelle qu'il y a dans ce moment-là des retrouvailles où on ne voit que la partie immergée de l'iceberg, où c'est très beau, parce que vraiment, je pense qu'il y a tu parlais du manque physique, ça doit être assez fou à vivre. Mais en fait, tout ce qu'on voit pas derrière, c'est que ça demande énormément de travail de pouvoir réajuster le quotidien. Complètement. Et de même que je disais, une mission, un départ à une mission, ça se prépare, un retour se prépare. Il faut absolument que le couple se dise, voilà, de quoi j'ai besoin moi. Souvent, les deux adultes du couple, ils sont épuisés. Ils ont tout donné. Ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de dormir. Aussi bien le militaire que celui qui est resté. De quoi a besoin notre couple et de quoi ont besoin nos enfants. Donc il faut bien préparer ça de manière à ce que l'atterrissage soit le plus doux possible. Mais même s'il est doux, évidemment que c'est éminemment complexe un retour. Parce qu'il y a un mélange d'émotions extrêmement intenses. Il y a à la fois ces premiers moments qui sont fous. Enfin, ces films, ils sont bouleversants et ils sont très vrais. Pour en avoir vécu un paquet, c'est vrai, il y a une excitation incroyable. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui fait tenir pendant l'émission, c'est de se dire on va vivre ce moment extraordinaire où on va se retrouver. Et c'est très beau parce que ça rappelle que l'autre n'est jamais un dû, que l'autre est toujours un cadeau dans sa vie, que l'amour aussi peut permettre de dépasser des choses tellement incroyables. Donc c'est quand même une expérience incroyable, mais c'est vrai que derrière tout ça, ça peut être bien plus complexe. Des enfants qui sont dans le collage aux militaires, qui le suivent partout, et pour qui c'est insupportable s'ils s'éloignent mais 2 heures. D'autres enfants qui, au contraire, sont dans un rejet. C'est très violent pour le militaire de se dire là, je le paye, je me sens rejetée. C'est extrêmement violent pour eux. Ou voilà, tout simplement, sans être dans ces extrêmes, une vie de famille où il faut réapprendre à vivre ensemble, à ce que chacun retrouve sa place. Il faut réapprendre à baisser en intensité émotionnelle, se dire que ça y est, maintenant on est là, ensemble, on peut revenir à quelque chose de plus banal. C'est pas si simple. Ça demande pas mal de délicatesse et c'est un gros boulot. Et évidemment, un boulot qui est là aussi invisible. Les gens, du quotidien. Mais ouais. Et les gens vous disent, ça y est, il est rentré, tu dois être bien. Ça s'absorbe pas comme ça. Ça serait chouette que ça se fasse en une seconde pour tout. C'est marrant parce que dans la parentalité, on parle tout le temps des transitions, comment les enfants, ils ont du mal, juste d'aller au bain, juste d'arrêter de lire leurs livres. Donc j'imagine qu'une transition aussi gigantesque pour les enfants, c'est quand même un bouleversement à absorber qui est costaud. Et à la fois, je trouve que, là aussi, ça dépend des dynamiques familiales, mais l'enfant, il a souvent cette capacité quand même à dire ça y est, allez, on est tous ensemble, allez, go, on avance, c'est la vie, c'est chouette, ça, c'est assez fort quand même. Il y a parfois des cas où c'est très dur, où le militaire, il revient jamais. Comment t'accompagnes ces familles-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que comme tu disais, la mort, elle est toujours présente. C'est un des paramètres que vous devez tous et toutes accepter. Et ça doit arriver quand même. Il se passe quoi dans ces moments-là ? Ça arrive quelquefois. Alors, j'ai de la chance, ça m'est jamais arrivé dans les personnes que j'ai accompagnées. Donc, je serais pas la spécialiste dans la question parce que, encore une fois, j'ai eu cette chance-là. Et je peux te dire que dans chacun de mes accompagnements, c'est présent. Je me dis toujours, je me vois dire aux militaires, femmes ou hommes, prenez soin de vous, revenez-nous en forme. C'est toujours très émouvant de dire ça. Pour ça, je trouve quand même que l'armée
à vraiment des dispositifs entre guillemets au point, c'est pas très joli de dire ça comme ça, mais là c'est un peu la force de la communauté militaire. C'est que il y a différents dispositifs pour le conjoint, pour les enfants et sur du long terme. C'est pas cette idée de je vous aide 1 an et puis après chacun se débrouille. Il y a cette idée de votre famille a fait le sacrifice ultime et donc l'armée vous est redevable et vous doit fidélité. Je sais que par exemple il y a des associations comme Ado Fraternité qui suivent les enfants par exemple et qui les accompagnent notamment par exemple dans des bourses pour leurs études, mais c'est pas juste je donne de l'argent et puis voilà, il y a toute une cérémonie où il y a un contrat où l'enfant explique pourquoi il a choisi telle voie professionnelle, s'engage à travailler et l'association s'engage à être là, à le soutenir, à mettre ce qu'il faut pour qu'il puisse remplir son rêve. Donc ça, je pense qu'il y a des belles initiatives, même si évidemment il y aurait des choses à améliorer, mais que l'armée, ça prend soin des familles. Est-ce que toi, ça a changé ta façon d'être psychologue, d'avoir vécu ça? Parce que tu as des enfants, donc ils vivent cette attente, toi aussi. Ouais. Ça a changé des choses dans ta pratique? Oui, vraiment, je pense que déjà, je pense d'avoir une connaissance du milieu, c'est quand même important, parce que du coup, on sait ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Et donc, du coup, je pense que ça permet aux familles justement de se sentir comprises et pas de se dire, en fait, elle comprend pas du tout de quoi je parle. Donc, d'être peut-être plus ajustée dans mes propositions. Et puis, peut-être... je pense quand même un peu développer encore un peu plus la capacité empathique envers chaque membre de la famille. Vraiment chaque membre. Parce que souvent on dit un peu, oui, le militaire il part, il est content. C'est bien plus complexe dans ce qui se passe dans le cœur d'un militaire. Mais souvent un militaire c'est très pudique. Donc il va pas dire qu'il est pris dans ce conflit de loyauté, entre la loyauté à son métier, à son engagement, mais aussi à sa loyauté à sa famille. Donc je pense que ça m'a... Voilà. Ça me permet d'avoir vraiment cette attention enfin j'espère, c'est aux patients de le dire, mais d'avoir cette attention à chacun. Ouais. Et toi aussi, de pouvoir être adapté avec tes enfants. J'imagine ça te aussi... Si on les faisait témoigner, je sais pas ce que les enfants diraient. J'espère qu'elles diraient pas, oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Non, j'espère pas. Oui, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas si mal. En tout cas, moi, je suis immensément fière de mes enfants. Moi, j'ai des filles et je leur dis toujours, vous êtes des guerrières. Votre papa, il est très fort. Votre papa, c'est un guerrier, mais vous êtes des guerrières. Vous êtes des guerrières à paillettes, mais vous êtes des guerrières. Et ça, je trouve qu'il faut beaucoup le dire à nos enfants. Il faut aussi, on parlait de la fin de mission, il faut oser dire, voilà ce que j'ai vu comme qualité chez toi. Tu m'as bluffé sur tel ou tel point. Et ça transforme la mission. Au lieu que ça soit un truc horrible qui tombe sur le pif de la famille militaire, il y a cette idée de, c'est aussi une expérience unique où on va mettre à l'épreuve nos ressources individuelles, de couple, de famille, mais aussi on va découvrir qu'on peut pousser ses propres limites et ça, je pense que ça peut être quand même une immense force dans la vie. Les enfants, ils partent en se disant j'ai vécu des choses pas faciles et on a réussi, donc je peux me faire confiance, je peux partir solide dans la vie. Ça, je trouve que c'est pas mal quand même. Est-ce qu'on s'habitue à cette vie? Jamais. Jamais. Aucun départ ne se ressemble, et je le dis personnellement, mais aussi parce que tous mes patients me le disent. On s'habitue jamais à ça, et je crois que si on s'habitue, il faut arrêter. C'est-à-dire que si le départ de l'autre n'est pas un problème, je crois que là, ça dit qu'il y a un problème dans le couple ou dans la famille. Qu'on trouve, qu'on mette en place des stratégies pour le vivre le mieux possible, bien sûr. Une mission n'est pas synonyme d'effondrement, heureusement. En revanche, s'habituer à ces séparations, je ne crois pas. Et j'en ai eu au cabinet des couples qui sont arrivés en disant nous on a l'habitude,
Souvent, c'était plutôt un indicateur il y a beaucoup de distance dans le couple et chacun est sur sa Ferrari sur son autoroute et ça se rejoint pas. Ça, malheureusement, non, on s'habitue pas. Ouais. Il y a un avantage au fait que vous ayez des périodes de séparation, c'est que tu repars dans un truc un peu pas de nouveauté, mais on s'est manqué, on peut réinventer des règles du jeu. Ça, tu le vois aussi dans les couples, que parfois ça leur redonne un élan. Complètement, et c'est quelque chose qu'on travaille, c'est très juste, qu'on travaille souvent en séance, c'est la chance que peut représenter une mission pour la vie d'un couple, c'est-à-dire de pas être dans cette fameuse routine dont on parle tant, qui peut être très assassine, qui peut endormir. Là, il y a vraiment ce que je disais tout à l'heure, que percevoir que l'autre n'est pas un dû, que l'autre est un cadeau, que la vie de couple et de la vie de famille aussi est un travail, que si on veut que ça se passe bien, il faut s'y investir, y mettre du sien. Et donc pour des couples, ça peut représenter une vraie chance, en fait. Ça peut vraiment aussi renforcer les liens. Ça peut vraiment se dire, on est capable de vivre ça, on est capable de se donner tout ça par amour. C'est pas mal, quoi, comme constat. Mais j'ai une dernière question pour toi, parce que tu fais de la thérapie systémique. En quoi est-ce que, pour n'importe qui, tu vois, qui vit ce genre de séparation régulière, même si c'est que 2 jours par semaine, mais sur du temps long, ça en fait, à quoi ça peut aider d'aller en thérapie systémique? D'accord, d'aller en thérapie systémique. Bah, déjà, on y va si on sent que vraiment ça pose un problème, qu'on n'arrive pas à s'adapter. C'est important. On va pas en thérapie souvent par curiosité, parce que c'est lourd. Ça demande un investissement, donc on y va quand vraiment on sent que c'est quand même un peu douloureux. Mais le fait d'être reçu soit en couple ou soit en famille, l'idée, c'est que ça va peut-être réenclencher la circularité, réenclencher le dialogue. Et souvent, dans ces phases d'absence, encore une fois, que ça soit 2 jours ou 4 mois, en fait, c'est les mêmes choses qui se jouent, mais plus ou moins intensément. Mais ce qui se joue, c'est ce dont on en a parlé là. C'est cette idée de, est-ce que les 2 bulles peuvent se rejoindre à un moment donné, ou est-ce que chacun est dans sa bulle, et que quand on se retrouve, est-ce qu'il y a beaucoup de tension? L'idée d'une thérapie, ou en tout cas d'un espace de parole systémique, c'est qu'on va pouvoir redonner la parole à chacun pour dire, voilà ce qui se passe dans ma bulle, voilà comment je vis les choses, j'entends comment toi tu vis les choses, et ensemble on va réfléchir à des outils, à des stratégies pour vivre au mieux cette solution-là. On va un peu se décoller de soi-même, se décoller de ce qu'on a l'habitude de se dire, où généralement on se dit toujours les mêmes choses et ça se transforme pas très bien, pour se décoller de ça et pour pouvoir un peu comprendre un peu comment notre relation vit cette situation particulière. On a fait un gros tour de tout ce que ça peut générer, même si c'est intense. Et je pense qu'on peut toutes et tous, à un moment, même sans être famille de militaires, être confrontés à une absence longue, une maladie, un parent qui doit aller à l'hôpital, une mission différente, mais voilà, où on doit déménager. Pour l'instant, on vit un peu à distance. Je pense que tu nous as donné beaucoup d'outils, de la préparation, le pendant et l'après. J'aime que tu dises qu'on s'habitue jamais, parce que ça montre quand même que c'est précieux, le lien. Et le fait que tu dises que les enfants sont des guerriers, des guerrières, des héroïnes aussi dans leur vie à eux et à elles, de vivre quelque chose d'extraordinaire. Je crois que si on retient ça, déjà, on a des bons outils pour les accompagner. C'est pas mal, effectivement. Et encore une fois, l'idée, c'est que la mission, c'est le miroir grossissant de plein de choses qui existent dans la vie de toute famille, de tout couple. Et que peut-être les familles militaires, elles peuvent nous transmettre certains tips, nous aider, en fait, à affronter des choses qu'on affronte tous dans notre quotidien. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Clémentine. Merci à toi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous
devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.